Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire, ce second webinaire Horizon Learning Immersif. On va parler ensemble jusqu'à 17h45 de 3D. Si vous voulez, s'il y a des questions, on pourra pousser jusqu'à 18h. Pour rappel sur le fonctionnement, donc vous avez un onglet conversation pour pouvoir discuter, et surtout un onglet Q&R pour me poser des questions, et j'y répondrai tout à l'heure. Donc 3D, pour ce webinaire, je vais du coup utiliser une présentation en support. Donc je vais moi-même rejoindre et partager mon écran. Voilà. Vous pouvez nous dire si vous m'entendez bien. Je partage, présentation, et voilà, ça va arriver. Donc, je me suis peut-être pas présenté, Fabien Bizot, directeur technique de SpeederNet. Je suis accompagné de Yves à la technique. Et donc, parlons de 3D. Je vais vous faire donc un état des lieux. On va parler je vérifie que mes onglets se synchronisent correctement. Voilà, vous avez le petit sommaire. Donc je vais vous parler surtout de trois grands types de 3D. La 3D géométrique, celle qu'on connaît le mieux, qui est le plus utilisé. Puis je vais vous parler aussi de 3D basée sur l'image, de captation basée sur l'image, notamment au travers de la photogrammétrie, ou plus récemment aussi, on va évoquer le cas du Gaussian splatting. Je vais essayer d'être d'une manière la plus illustrée possible pour expliquer comment ça marche, le Gaussian splatting, qu'est-ce que c'est vraiment. De ces trois technologies, mon objectif sera de vous expliquer leurs avantages, leurs inconvénients respectifs, des cas d'usage qu'on retrouve majoritairement sous ces technologies 3D. Aussi, je vais aborder une question à propos du mixage technologique et aborder aussi le cas de la science, comment la science se situe dans la 3D actuellement, et une toute petite digression sur l'IA, plus quelques petites autres choses que je vais aborder en fonction du temps qu'on aura. Alors, je vous propose de démarrer. Voilà, ça apparaît, magnifique. Et donc, je vais commencer d'abord par la 3D géométrique. Donc, la 3D géométrique, c'est celle qu'on connaît le mieux, que ce soit au travers des films, des jeux vidéo, ou d'un point de vue industriel, dans ce que proposent les bureaux d'études. Donc, je les mets dans le même panier, vous verrez pourquoi, juste après. Alors, la 3D géométrique, on l'appelle aussi de la 3D dont la conception est paramétrique ou non paramétrique. Alors d'un côté, on va avoir la conception non paramétrique. C'est une approche manuelle. Ce sont des points dans l'espace, des vecteurs qu'on va assembler par 3 ou 4 pour former des triangles, pour former des quadrilatères, qui eux-mêmes seront assemblés ensemble pour former un volume, une géométrie. De l'autre côté, on a la conception dite paramétrique. Alors, on retrouve des acronymes derrière, comme CAD, CAE, CAM, donc c'est le design assisté par ordinateur, l'ingénierie assistée par ordinateur, la fabrication, le manufacturing assisté par ordinateur. Donc on est vraiment sur des approches industrielles, et derrière cette conception, on n'est plus dans une approche manuelle, ça va être, on va parler là, ici de paramètres, donc des paramètres de matière, par exemple, des dimensions des objets, des relations, des liaisons physiques entre les objets, des contraintes, des forces, voilà, comme je le marque, des points de pivot, qui vont former un tout qui va définir une modélisation et donc un volume. Donc une approche qui est beaucoup plus mathématique. Alors, pour illustrer, je mets en opposition en fait les deux, où la conception non paramétrique, cette approche manuelle, on la voit beaucoup dans le monde
artistiques, les jeux vidéo, les films. Là, on a un joli Groot dans ma présentation. Donc, on est complètement dans la créativité. Les logiciels qui sont derrière, on va retrouver, pour les plus connus, Blender, Maya, ZBrush, 3ds Max. Alors, vous verrez que j'ai mis 3ds Max entre parenthèses, pour une raison, alors, qui m'est assez propre, mais ce que je vois, moi, beaucoup avec les écoles, les étudiants avec lesquels on peut travailler sur ces problématiques de 3D, 3ds Max est très enseigné dans cet univers en France, est très enseigné encore sur la conception non paramétrique et sur ces approches de jeux vidéo artistiques, mais il a été conçu par Autodesk pour être un outillage qui est un peu plus industriel. Donc de l'autre côté, les conceptions paramétriques, on revient sur notre approche industrielle. Donc les industries, pourquoi faire? Pour faire de la simulation, pour vérifier les propriétés de matière. On ne demande plus à l'infographiste, au projeteur 3D, dans ce cas-là, on va plutôt parler de projeteur 3D. On ne va plus lui demander forcément un design, même si c'est vrai sur une carrosserie de voiture, mais on va lui demander que son design valide des problématiques physiques, des problématiques de simulation. Et les outils qu'on va retrouver, bah, c'est beaucoup SolidWorks, CATIA, Inventor, Revit, donc des outils très industriels. Alors pourquoi je les mets ensemble dans mon 3D géométrique? Parce que généralement on les oppose. Ben parce qu'en fait, d'un point de vue du rendu, alors quand j'appelle le rendu, c'est le rendu visuel. C'est ce que l'utilisateur final va voir sur son ordinateur. Et ben que ce soit de manière de la 3D manuelle ou de la 3D industrielle, et ben à la fin, on utilise toujours les mêmes techniques de rendu, MBR, Model Based Rendering, donc des modèles de rendu graphique basés sur la modélisation. Le plus connu, on parle beaucoup de PBR, Physically Based Rendering, donc le rendu basé sur la physique des objets. Alors je rentrerai peut-être en détail, oui, pour citer, c'est-à-dire que ce rendu-là, en fait, on va partir des caractéristiques intrinsèques de la modélisation, donc sa rugosité, sa transparence, sa métallité, et puis on va prendre aussi en considération des éléments extrinsèques au modèle, donc la lumière, etc., pour calculer quelle est sa représentation graphique. Et donc là, par exemple, comme on voit dans cet exemple, je vais avoir donc une sphère, la sphère ici, qui va reprojeter en rebond de lumière mon moteur et la scène, etc. Et en fait, on a ce rendu basé sur la physique de ma modélisation. Alors, avantage, j'attends que ça apparaisse pour vous. Voilà. Avantage limite. Alors, je vais prendre le même modèle hein, pour les trois approches. Avantage limite et ensuite cas d'usage. Donc, avantage limite, ben, c'est très personnalisé. Alors, je vais quand même prendre des détours. Je vais essayer d'avoir une vision un peu plus globale, même si sur des cas particuliers où voilà, je vais un peu exagérer mon propos sur certains aspects, mais vous pourrez, n'hésitez pas, si vous voulez que je revienne sur certaines parties. Donc, avantage de la 3D géométrique, c'est que c'est très personnalisé et on a un réalisme qui est vraiment au niveau désiré. Par contre, c'est coûteux en temps, en fait, parce que derrière, on produit avec un studio, avec un bureau d'études, avec des projeteurs 3D. En tout cas, il y a une expertise pour mettre tout ça en œuvre. Donc, en termes de temps de production, ben, c'est long. Les cas d'usage. Alors, bon, vous en connaissez forcément, mais qu'est-ce que je pourrais retenir? Moi, ça va être dans des usages de la formation. On va avoir la mise en avant de process industriels, comme je le marque ici, évaluer des process de sécurité,
Par exemple, sur une machine industrielle, voire un process de consignation, ça peut être un processus aussi de présentation de produits et de voir comment il fonctionne avec ses animations, etc. Et alors, à l'opposé de la 3D géométrique, et donc de ces modèles de rendu basés sur la physique, on a un autre modèle qui est la 3D basée sur l'image et qui utilise en termes de méthode de rendu des notions qu'on appelle l'IBR, l'Image-Based Rendering, le rendu basé sur l'image. On est strictement à l'opposé parce que l'objectif de ces modèles, c'est de faire un rendu volumétrique à partir de la captation du réel. Alors, comment ça marche? Voilà, vous avez le slide. On va partir en entrée d'images, de vidéos. On va passer tout ça dans des moulinettes qui vont nous générer un nuage de points. Et à partir de là, on va pouvoir mettre en œuvre des techniques de création de volume, et notamment deux, que je vais vous parler juste après, donc la photogrammétrie et le Gaussian splatting. Alors, cette modalité-là, ça aura du sens pour, après, dans ma discussion, mettre en œuvre des modèles d'apprentissage profond de l'IA pour partir de ces images et ces vidéos et obtenir un volume. Alors d'abord, parlons de photogrammétrie. Alors, la photogrammétrie, on reprend les techniques de la 3D géométrique classique, des points dans l'espace, qui vont être assemblés entre eux pour former un volume, donc un maillage géométrique, sauf qu'il est construit par l'image. Alors ici, vous avez une photogrammétrie d'un lieu. Alors, il y a un petit lien en démo ici, vous pourrez aller voir si vous le souhaitez. Et ça, ce système-là, ça va nous demander des images qu'on va utiliser dans des outils, donc des outils open source, comme Meshroom, par exemple, donc un outil open source français. Il y a des outils commerciaux qui existent depuis longtemps. Les derniers en date qui fonctionnent bien, je vais ne citer que Kiri Engine, qui est plus à destination des techniciens, développeurs peut-être plus, ou Polycam, donc des services en ligne de création photogrammétrique. Et puis des services en ligne comme ceux qui vont apparaître chez SpeederNet dans quelques temps, des services en ligne de génération photogrammétrique. Alors, l'avantage et les limites de la photogrammétrie. Donc la photogrammétrie, c'est généré à partir d'une série de photos. Donc là, on n'a plus besoin, quelque part, de l'expertise de l'infographiste 3D. Donc on parle d'une série de photos. Son énorme avantage, c'est que ce qui est généré, la topographie est excellente. Donc en photogrammétrie, on a vraiment une géométrie qui nous montre une topographie qui est vraiment très précise. C'est aussi performant. C'est performant d'un point de vue de son rendu en temps réel. Pour l'exploitation à la fin, par un apprenant, par exemple, dans une ressource de formation, la photogrammétrie marche très très bien. Que ce soit sur un ordinateur classique, mais aussi sur un smartphone, un casque de réalité virtuelle, la photogrammétrie marche très bien. En médian, je dirais que c'est assez long à générer. Alors, on est bien en dessous de temps de production de la 3D géométrique, mais par contre, c'est des temps de calcul pour un ordinateur, et plutôt un ordinateur assez balèze. On va dire qu'on tourne autour de facilement 1 jour pour calculer des gros scans 3D d'endroits. Voilà. En négatif, ça reste des captures assez complexes. Alors oui, on part de photos, on enlève l'expertise. Néanmoins, ces photos en amont, elles doivent suivre une bonne pratique. Parce que pour créer un nuage de points cohérent, il faut que les photos, entre elles aient des points marquants, des marqueurs qui font qu'on va se repérer dans l'espace. Et donc, il faut vraiment qu'il y ait des superpositions entre les images. Donc, pour créer une belle photogrammétrie, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images.
Donc ça peut être assez fastidieux quand même de créer ces supports, ce flot d'images. En termes de cas d'usage, alors là aussi, on peut en imaginer plein, mais comme on est sur du scan du réel en haute fidélité et avec une excellente topographie, ce qui me vient directement, c'est le scan du patrimoine. Donc on le voit souvent des fois à la télé quand on nous parle par exemple d'une grotte qu'on va scanner parce qu'elle n'est plus accessible pour le grand public, et ben on va la scanner en 3D. On va utiliser de la photogrammétrie pour scanner des objets anciens, pour pouvoir préserver en fait ce patrimoine. Ça peut être des scans d'objets du réel, des machines où on n'aurait pas les plans et on en a besoin pour leurs études ou pour la formation. Voilà pour cette partie photogrammétrie. Alors maintenant, je vais vous parler d'autre chose, enfin, d'un nouveau contexte, d'un nouveau système qui est assez récent, c'est le Gaussian splatting. Alors le Gaussian splatting, l'approche est complètement différente. On fait du volume, mais on n'est plus sur une géométrie avec des points et des triangles et assemblés entre eux. Je vais vous dérouler, puis je vais revenir ensuite pas à pas sur ces photos. L'idée, c'est de faire sur chaque point une éclaboussure. On va créer un rayon lumineux sur chaque point du nuage de points. Et puis on va les cumuler encore et encore, jusqu'à ce qu'on les obtienne tous. Et une fois qu'on les a tous et qu'on dézoome, eh ben, on obtient un objet en volume. Alors là, en l'occurrence, une belle montagne, mais qui est vraiment hyper réaliste. Alors si je refais le fil dans l'autre sens, et que je reviens à mon point d'origine, donc mon point, en fait, je vais partir d'un pixel dans l'espace, donc une information dont les images, il est extrait d'images avec des informations de couleurs, et puis le modèle va calculer une puissance de cette lumière, une direction, une intensité, une transparence. On va obtenir cette éclaboussure, ce splat, qu'on va venir fixer sur le point. Et c'est là, donc, on voit cette espèce de trait qui est transparent, lumineux, avec une puissance. Et puis, pour chaque point, donc on retrouve là, au milieu notre point d'origine, plus tous les autres, on va se mettre à tous les assembler les uns avec les autres et à les recalculer pour qu'ils prennent en considération le point suivant, le point adjacent le plus proche, pour voir si c'est une répercussion sur son tracé lumineux. Et c'est le cumul de tous ces points qui nous donne, en fait, le volume. C'est un peu comme un tableau, quelque part. On fait des traits, des traits de peinture, mais de très près, c'est juste des éclaboussures. Et si on s'éloigne, ben, on obtient quelque chose de parfait. Alors, le Gaussian splatting. Donc, c'est une technologie qui est récente, comme je disais tout à l'heure. C'est une technologie qui est publiée par l'INRIA, qui a été publiée en 2023. Et il y a énormément de papiers de recherche en cours. Là, pour donner à titre indicatif, je vous ai mis les statistiques des 10 meilleurs papiers du SIGGRAPH de cette année. Donc SIGGRAPH, c'est la conférence internationale sur le computer vision. On en a un aux États-Unis et un en Asie, qui s'alternent tous les 6 mois. Donc c'est vraiment la grand-messe de l'image animée et de la 3D. Et c'est aussi là où c'est vraiment l'endroit où les doctorants et les labos de recherche vont publier et vont parler de leur papier de recherche. 4 papiers sur 10 parlaient encore au SIGGRAPH 2025 du Gaussian splatting. Et ça continue.
Il y a des services en ligne qui sont en cours de déploiement. C'est très récent, mais on voit apparaître des technologies qui sont vraiment intéressantes. Pour expliquer un peu le positionnement de SpeederNet, donc nous, on pense que c'est une technologie qui est vraiment hyper pertinente. Je vais revenir sur les avantages limites et les use cases juste après, mais c'est une technologie qui est vraiment super par son rendu, par d'autres subtilités aussi que je vais évoquer. Et donc nous sommes en partenariat avec le LIRIS, où on travaille, donc, qui est un laboratoire du CNRS, et le laboratoire de l'image. Et donc nous développons avec eux des usages du Gaussian splatting. Et on est en train de développer actuellement un service en ligne pour de la génération automatique qui est prévu courant de cette année. Alors, le Gaussian splatting, avantages et limites. Alors, c'est super, parce que c'est le plus rapide de tous. Parce qu'on peut se baser directement sur la vidéo. C'est de la capture basée sur la vidéo. Comme je l'ai montré, c'est parfait à distance raisonnable. C'est sûr que si on a la tête collée sur le volume, on va voir tous ces splats. Mais à distance raisonnable, comme ici, on est au pied du camion, c'est quand même hyper réaliste. C'est un rendu qui permet d'avoir aussi de la brillance, de la transparence, des reflets. Alors, chose qui est quasiment impossible correctement en photogrammétrie et qui peut être coûteux en termes de création dans la 3D classique, 3D géométrique. Mais là, on a vraiment un rendu qui est top au niveau de la brillance, de la transparence. Et on peut avoir des super reflets au sol, etc. Et sans avoir besoin de mettre en œuvre des techniques complexes comme ce qu'on peut voir apparaître sur les cartes graphiques, le RTX, etc. Donc on peut vraiment avoir un rendu hyper réaliste, vraiment très intéressant. Donc, alors, comme je disais, parfait à distance raisonnable peut manquer de précision de très près, forcément. Et alors, le petit bémol qui est en train d'être résolu avec différentes techniques, c'est les performances, parce que les très grosses scènes, ça peut demander quand même voilà, de la mise en œuvre technique assez importante. Néanmoins, on arrive à avoir des résultats qui sont meilleurs que sur la 3D géométrique classique. Voilà. Et puis alors, en ce moment, on travaille beaucoup, enfin, il y a des sujets de recherche, notamment sur le LOD, donc Level of Detail, donc des niveaux de détail qui seront transmis dans le Gaussian splatting pour qu'on puisse adapter le niveau de détail en fonction du point de vue de l'utilisateur. Et puis des notions de streaming aussi pour essayer de voir, il y a des techniques qui sont en train d'être mises en place pour essayer de streamer le flux d'éclaboussure en fait dans le temps, un peu comme une vidéo. Alors les cas d'usage, pour nous ils sont assez clairs. Assez clairs, et il y en a beaucoup. Mais pour en citer que quelques-uns, onboarding, présentation de produits, mise en situation réelle, donc dans la sécurité, la prévention des risques, tous les cas d'usage qui nécessitent en fait le réel et de remettre le contexte réel du scan, ça a du sens. Alors, comment je l'ai dit, il y a une notion qui est intéressante quand même à voir, c'est cette notion de mixage technologique. Souvent, dans un projet, on fait un choix initial, on fait un choix technologique. Ça va être de la 3D géométrique, on va faire de la photogrammétrie, on veut faire du Gaussian splatting parce que c'est cohérent dans le contexte. Mais souvent, on ignore, on prend pour soi leurs avantages, mais aussi leurs inconvénients. Alors qu'en fait, maintenant, la multimodalité 3D, ça a vraiment du sens. Donc, par exemple, ici, sur ce slide, alors, le screenshot, les images sont issues d'un projet réalisé pour Orange, qui fera partie d'ailleurs d'une conférence Horizon Learning Immersif à la fin de la semaine, vendredi, je crois.
Et voilà, qui sera présenté par nos clients d'Orange. Donc, c'est issu d'un projet d'Orange sur l'inspection drone de pylônes 5G. Donc, nous, on est allé faire un scan Gaussian splatting d'un pylône, mais on avait des contraintes techniques qui étaient assez complexes, notamment pour la captation des images, le drone ne pouvait pas s'approcher trop du pylône, pour des raisons de sécurité, d'ondes radio, etc. Donc on était forcément obligé d'être assez loin, et on faisait des grands tours autour du pylône pour faire l'acquisition d'images. Mais ce qui fait que, de près, on n'avait pas suffisamment d'informations. Donc on se retrouvait avec un Gaussian splatting où, remis à l'échelle 1, l'utilisateur au niveau du sol, et ben avec un paysage très 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 beau de loin, mais des défaillances de près. Voilà, je change d'écran pour que vous voyez ma souris. Voilà, ici. Et donc c'est là où en fait on est allé dans une approche de mixage technologique, mixage 3D, où on s'est dit, bah, sur les zones où on a besoin, on va venir rajouter un peu façon d'un pochoir les éléments 3D en prenant comme technologie de la 3D géométrique classique pour venir échanger ce qui marche moins bien du Gaussian splatting et l'échanger avec ce qui marche très bien dans la 3D géométrique, à savoir être très près. Et voilà. Et ce qui nous donne en fait dans un ensemble des mix technologiques, Gaussian splatting plus 3D, qui nous permettent d'avoir un résultat le plus qualitatif possible. Alors du coup, l'usage derrière ça, il est super intéressant. Par exemple, avec de l'étude d'implantation de machines industrielles, vous avez scanné votre lieu industriel, vous avez un objet 3D issu de bureau d'études, par exemple, vous pouvez venir le positionner. Maintenant, les technologies ensemble fonctionnent très bien. Elles fonctionnent très bien, mais aussi parce que c'est un sujet scientifique. Et là, je voulais aborder avec vous les notions de convergence, la convergence scientifique. Alors, la tendance dans la recherche, c'est d'essayer de faire converger les modèles de rendu physique, qu'on a vu au tout départ, avec les modèles de rendu basés sur l'image. Alors, pourquoi faire? Les rendus basés sur la physique, que j'ai vu au tout début, sont des rendus qui sont dynamiques et qui prennent en compte des paramètres extrinsèques, donc les paramètres extérieurs au modèle, aux géométries. Donc, par exemple, ça prend en compte les autres objets, ça prend en compte les lumières, ça prend en compte un contexte extérieur. Et ça, c'est super intéressant d'un point de vue algorithmique, parce que ça sait faire ça. De l'autre côté, le point fort des rendus basés sur l'image, c'est leur capacité à utiliser l'intelligence artificielle et les modèles d'apprentissage profond pour calculer les volumes. La convergence, elle est dans l'alliance de tout ça. L'IA au service du rendu physique, par exemple pour faire du pré-rendu 3D, et donc essayer d'utiliser les techniques mises en œuvre dans la Gaussian splatting, par exemple, pour venir épauler les cartes graphiques en pré-mâchant le travail, et donc en gagnant en performance, et donc en nous permettant d'aller encore plus loin dans de la 3D classique. Mais aussi, ce qui est très prépondérant aussi dans la recherche, c'est les notions de rendu dynamique pour les scans 3D. Actuellement, une photogrammétrie, un Gaussian splatting, si on l'a filmé en plein jour, le modèle sera restitué en plein jour. On pourra jouer un peu sur certains paramètres de lumière, etc. Mais il est extrêmement difficile de le mettre dans le noir, de changer les points lumineux, voilà, de faire des passages jour-nuit. Eh bien, les notions algorithmiques mises en place dans la 3D géométrique classique vont nous mis dans le contexte du rendu basé sur l'image, va nous permettre, en fait, bientôt, de pouvoir venir éteindre la lumière dans un appartement, et voir ce que donnerait notre super montagne scannée en été, qu'est-ce qu'elle rendrait l'hiver en pleine nuit.
Alors, on parlait un peu du coup d'IA. Donc, l'IA, un petit topo. C'est un sujet qui est toujours un petit peu compliqué. L'IA générative 3D, donc là, moi, je vais me positionner sur une vision assez personnelle là-dessus. On évalue beaucoup à SpeederNet les services d'IA de génération 3D. Alors, j'en ai cité 3, il y en a plein d'autres. Meshi pour les Chinois, Chat 3D en France, Copilot pour les Américains. Il y en a plein, il y en a beaucoup qui apparaissent. C'est avantageux parce que la génération, elle est facile, elle est accessible. C'est de l'IA. On fait un prompt, on a l'image qu'on veut. Mais le gros souci, c'est que c'est peu performant. Ça reste peu performant. Pourquoi? Parce que pour que cette 3D générée par l'intelligence artificielle soit conforme à ce qu'on a demandé dans le prompt, elle doit, actuellement, elle a besoin d'avoir beaucoup de polygones. Polygone, je rappelle, c'est mes petits triangles et mes petits quadrilatères qui forment le volume, la géométrie. Donc il y en a beaucoup. Donc c'est pas performant. C'est très joli unitairement pour voir notre objet. Alors c'est sûr que si notre objectif pédagogique, c'est juste de montrer une seule machine et de la voir, tant mieux, ça marche. Mais souvent, on n'a pas besoin de voir exclusivement que notre machine. On a besoin d'une machine, de l'extincteur, des outils. Tout ça pour les prendre, les manipuler, et voilà. Et donc du coup, on n'a pas qu'un objet 3D, on a une foison pour créer un contexte pédagogique pertinent. Et donc, ces services mettent en place des versions ce qu'on appelle low poly, donc low polygone, donc avec le moins de polygones possible, mais c'est tellement destructeur que c'est encore imparfait. Alors, je ne doute pas un seul instant que ces services vont s'améliorer, et ils s'améliorent. On travaille en proximité avec Chat 3D, donc je citais ce service, donc une entreprise française qui travaille sur ces modèles-là. Leur approche actuellement, c'est un accompagnement pour venir intégrer leurs services dans des pipelines, dans des flux de production 3D, mais pour l'instant, dans notre contexte à nous, de devoir utiliser beaucoup d'objets 3D, on n'est pas encore tout à fait, on n'y est pas, quoi. Alors après, il y a d'autres approches parce que du coup, on parle d'IA générative qui va générer de la 3D géométrique. Maintenant, il y a de la recherche où ils prennent le contre-pied de ça. Ils disent, bon, alors, si on est super fort pour générer des gros modèles, alors partons de ça. Et essayons de voir qu'est-ce que ça donnerait en les transformant en Gaussian splatting. Et donc là, ça devient super intéressant parce qu'on pourrait tout à fait avoir une IA qui génère du Gaussian splatting, enfin qui génère du Gaussian splatting en passant par la 3D géométrique. On mixe tout ça ensemble et voilà. Et on obtient un truc super. Alors, c'est en train d'arriver. Et voilà. Et j'aurai le temps dans d'autres conférences, on pourra certainement aller beaucoup plus loin sur ces parties. Je voulais aussi vous parler de la 4D. Donc, on a parlé de la 3D. 3D géométrique, photogrammétrie, Gaussian splatting. La 4D. La 4D, c'est intéressant. La 4D, alors on entend un peu parler... en fait, on l'utilise souvent sans mettre le terme 4D. Ça va être de la 3D animée. La 4D, c'est quoi? C'est de la 3D avec 4 composantes. 3 composantes spatiales, X, Y, Z, qui vont donner une localisation dans l'espace à mes points, et une composante temporelle qui va me dire quand est-ce que cette position dans l'espace, elle est effective. Et donc, à partir de là, dans un contexte en 4D, on va pouvoir définir des animations, comme là, mon joli squelette qui fait la révérence. Alors, ça, on le voit dans la 3D géométrique, mais ça devient intéressant, par exemple, dans la 4D, dans un contexte
de génération basée sur l'image. Par exemple, de réussir du coup à extraire la composante temporelle d'une vidéo et donc de pouvoir restituer une photogrammétrie ou un Gaussian splatting, mais avec des notions de mouvement. Par exemple, on est dans une rue ou on est dans un process industriel, on est sur une ligne de production, on filme toute notre ligne de production, on pourrait imaginer, c'est en cours, en tout cas, les labos travaillent là-dessus, restituer en fait en volume, en 3D, cette vidéo avec tout le cheminement animé du REL. Alors, nous, on ne fait pas tout à fait ça, mais on l'utilise. Notre cas d'usage à nous de la 4D, c'est la captation du corps humain. Et l'idée, c'est de l'utiliser, cette 4D, dans le geste métier et évaluer le geste métier. Alors, on a deux grandes techniques hein, qu'on utilise. On va avoir les outillages en fait les caméras de captation de squelettes, donc les caméras de captation de mouvement. Par exemple, une des caméras assez connues, on a Stereolabs qui fournissent des petites caméras qui permettent de capter en temps réel et de restituer un squelette en 3D animé en temps réel. Et typiquement, ça, nous, on s'en sert pour la création de miroirs anatomiques utilisés en relation avec le laboratoire de biologie de la motricité de Lyon 1. On travaille dans le cadre d'un programme de recherche sur l'anatomie. Voilà, où on va pouvoir restituer et l'apprenant, l'étudiant, va être en face d'un miroir anatomique qui va être le reflet de lui-même, et donc, mais de pouvoir voir son propre mouvement, mais aussi de pouvoir zoomer sur le squelette, le voir de près, voir les articulations, les mouvements, etc. On peut aussi l'utiliser dans un autre cadre, c'est filmer en fait un mouvement de l'utilisateur, capter son geste métier et le comparer à un geste métier de référence. Par exemple, je ne sais pas, en logistique, sur du transport de caisse, est-ce qu'on va soulever correctement une caisse, par exemple, et on va pouvoir comparer la justesse d'un mouvement fait par un apprenant avec un ou plusieurs mouvements de référence. Donc ça, c'est des technologies qui existent maintenant et sur lesquelles on travaille d'ores et déjà. J'ai presque terminé. Juste pour dire, et après, j'ai parlé de pas mal de choses, ça ouvre des voies, en fait. On pourrait discuter en détail des flux de production Gaussian splatting pour voir comment ça peut s'intégrer dans les flux de production. Parler des formats et de l'interopérabilité, c'est un vrai sujet. Derrière toutes ces 3D, il y a des formats, il y a de l'interopérabilité entre comment on passe d'un bureau d'études à un service de formation, c'est des sujets. Il y a des solutions, elles sont accessibles, elles ne sont pas compliquées, mais il faut juste les connaître. On pourrait imaginer aussi discuter en profondeur de 3D et d'IA, par l'exemple, la mettre en œuvre. Je vous ai parlé de choses compliquées, mais avec des solutions quand même. Alors du coup, comment on peut en faire? Ou il y a aussi le cas de l'AR. Alors, le cas de l'AR, c'est super intéressant. On y travaille énormément. Alors, il y a une conférence mercredi à 11h avec justement notre partenaire du LIRIS où on va parler de l'AR en formation, son état de l'art, etc. Je vous invite vraiment à aller voir. C'est un peu en continuité avec ce que je vous explique. Nous, on pense que le Gaussian splatting, cette technique de rendu hyper réaliste, elle a du sens dans un contexte de réalité augmentée. Alors, on le travaille avec le laboratoire, le LIRIS, parce que y a encore beaucoup de choses à faire en termes de rendu de lumière, sur le contexte réel, en termes de performance. Mais
comme on l'a vu, c'est très réaliste. Et si on met quelque chose de très réaliste dans la réalité de ce qu'on capte ou de ce qu'on voit dans un casque ou dans une tablette, ben alors on a le meilleur des mondes. Voilà. Déjà, merci de m'avoir écouté. Je suis ouvert pour vos questions. Donc, on va regarder les questions que vous avez. Alors, quelles sont les limites de sphère dans l'importation de scènes 3D, nombre de mèches? Oui, alors François a fait une première réponse. Les draw calls, etc. Ouais, ok. Alors, quelles sont les limites? C'est un sujet. Est-ce qu'il y a vraiment des limites? En fait, les limites, elles viennent de votre contexte. Votre formation, elle s'adresse à qui et où, sur quoi ça tourne? Est-ce que c'est sur ordinateur? Est-ce que c'est sur un smartphone? Est-ce que c'est sur un casque de réalité virtuelle? Chaque matériel va avoir ses propres limites. Sur un ordinateur, globalement, on n'a pas tellement de limites. Maintenant, même les ordinateurs de bureautique, on est équipé en cartes graphiques. Même les cartes graphiques intégrées sont tout à fait équipées pour afficher un grand nombre d'objets 3D. Et puis, on a aussi Sphere qui est là pour essayer un peu d'évaluer les volumes et d'optimiser tout ça. Donc, est-ce qu'on a un nombre limite? Il n'y a pas tellement de nombre limite, c'est votre contexte qui va le dire, en fait, le nombre. Il y a en VR, il y aura plus de problématiques parce que il faut imaginer un casque de réalité virtuelle, maintenant ils sont tous autonomes, hein, on ne parle plus tellement de choses comme ce que j'ai à côté de moi, vous ne voyez peut-être pas, la boîte du Vive, donc de casques filaires. Maintenant, sur les casques autonomes, on a beaucoup... En fait, les dispositifs, c'est ni plus ni moins que des téléphones portables ou qui ont 2 écrans. Donc forcément, on aura beau leur mettre la meilleure carte graphique du monde, ça reste quand même un dispositif qui a besoin de beaucoup de puissance pour fonctionner correctement. Maintenant, on fait des choses quand même qui sont très très bien, et c'est vrai que ça dépend de votre limite. Maintenant, moi, ce que je considère, c'est il y a des bonnes pratiques, pas avoir des textures trop détaillées, se fixer des limites comme par exemple atteindre au maximum, tout objet confondu, 700 000 polygones, 500 000, 700 000 polygones dans Sphere. On est sûr que ça marchera bien. Voilà. Voilà. Mais je ne sais pas si je réponds correctement à la question. Ça mériterait d'en discuter plus voilà, peut-être en bune à bune pour détailler en fait votre besoin. Mais voilà, il y a des grandes pratiques à respecter, mais c'est ça, je pense 500, 700 000 polygones, globalement, c'est pas mal. Avez-vous d'autres questions? Voilà, on arrive au terme, 17h44, je suis plutôt pas mal. Mais voilà, dites-moi, voilà, je vous inviterai à aller voir le reste du programme. Dans les conférences que j'ai évoquées ou qui seraient le plus en lien, je pense que celle de mercredi est super intéressante sur l'AR. Celle avec Orange vendredi aussi très bien. Parce que elle montre en fait un résultat de Gaussian splatting, mixage 3D. On peut se rendre compte un peu de ce que ça veut dire en termes de volume, en termes de taille. Voilà, en sachant que tout ça, ça fonctionne sur un casque de réalité virtuelle autonome classique. Donc voilà, ça, vous pouvez avoir des complémentarités. Voilà, celle d'Orange, elle a lieu... Ah, pardon, celle d'Orange a lieu jeudi soir, me dit Patrick. Et voilà, merci à vous.
Voilà, et n'hésitez pas, je serais ravi de pouvoir répondre à vos questions par mail si vous en avez d'autres. Et voilà, parlons-nous.